Un crack arrive au Paris Saint-Germain, les amis. Gabriel Moscardo est bien pisté par le PSG puisque actuellement Luis Campos est donc au Brésil pour observer le joueur le soir même au moment où je tourne la vidéo. Pourquoi j'ai pas sorti une vidéo avant, les amis, sur ce joueur? Ça fait déjà quelques jours qu'on entend parler de lui au PSG. J'ai vraiment pris le temps de l'analyser. J'ai même regardé 3 de ses matchs, les amis, en replay. Donc rien que pour ça, pour le travail de recherche. Et si vous apprenez des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires et d'abonnements, la famille. Je me suis vraiment donné dans cette vidéo. J'ai pas juste pris des highlights sur YouTube ou quoi que ce soit. J'ai vraiment regardé des matchs. Je l'ai vraiment analysé en profondeur et donc j'ai kiffé, les amis. J'ai vraiment appris des choses sur ce joueur qui va peut-être s'engager du côté du Paris Saint-Germain pour 22-25 millions d'euros. Et donc dans cette vidéo, on va analyser son profil, ses points forts, ses points faibles. Et à la fin, je vous donnerai mon avis en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, j'aurais dû sortir une vidéo avec Scipion, le journaliste sportif qui est aussi streamer, etc., sur les 10 transferts qui nous ont vraiment déçus dans nos vies. Mais voilà, pour l'actualité, j'ai décalé la vidéo avec Scipion à mercredi. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche ou à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater cette vidéo. Parce que voilà, quand même, Scipion, c'est un très gros invité sur la chaîne, donc j'en suis assez fier. Et on est parti directement pour analyser le crack brésilien Gabriel Moscardo. Let's go! Alors déjà, comme nous l'apprend Santi JFM, qui est un petit peu une référence dans le mercato, un petit peu comme Fabrizio Romano, il nous dit que Gabriel Moscardo a fait son choix, il souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, le club se serait déjà mis d'accord avec ses agents, donc apparemment ça serait entre 20 et 25 millions d'euros. Gabriel Moscardo, qui c'est un milieu de terrain donc qui est évalué à 1,5 million d'euros sur Transfermarkt actuellement. Autant vous dire que c'est vraiment une pépite. C'est seulement sa première saison en professionnel, il a 18 ans, il est né donc en 2005, il joue au Corinthians, donc en Serie A brésilienne, il a un contrat jusqu'en 2026 et c'est donc un milieu récupérateur, les amis. C'est un vrai milieu défensif. On va voir ça un petit peu plus en profondeur dans ses points forts et dans ses points faibles. Et c'est pas un milieu box-to-box, par exemple. C'est vraiment un milieu défensif. Déjà, ça se voit dans sa hitmap, les amis. Il joue vraiment bas sur le terrain. C'est une vraie sentinelle. Et il joue dans un 4-2-3-1 avec les Corinthians, plutôt côté droit avec son numéro 44. Dédicace à Toumenante, numéro 44. Il joue donc en 4-2-3-1, vraiment sur le côté droit. Donc voilà, c'est un joueur droitier, déjà, faut le préciser. C'est un joueur donc, qui a eu 17 matchs de championnat cette saison au Corinthians, donc pour 2300 minutes jouées. Vous savez, au Brésil, les saisons sont pas en même temps qu'en championnat de France. Là, ils arrivent sur la fin de saison cet hiver. Mais c'est important de préciser que tout n'a pas été rose pour lui lors de cette saison, puisqu'il a seulement 5-6 matchs références sur ces 17 matchs. Il a quand même raté pas mal de prestations, on va dire, et c'est assez normal pour un joueur de 18 ans. Il est vraiment considéré comme un crack dans son pays, donc au Brésil, et c'est assez rare pour des milieux défensifs, comme le disaient plusieurs scouts spécialistes en football brésilien sur Twitter et notamment même à la télévision. Ils disaient que c'est rare de voir des numéros 6 où il y a vraiment de la hype autour d'eux. Il est souvent même comparé à Casemiro et à Declan Rice en termes de jeu, en termes de qualité footballistique, et ça on va le voir un petit peu après dans ses points forts et dans ses points faibles. Mais voilà, il a déjà une grosse hype autour de lui, ça c'est assez rare pour un milieu défensif. Il y avait notamment Chelsea et le FC Barcelone qui s'intéressaient de très près à lui, mais apparemment le joueur est vraiment convaincu par le projet parisien et veut vraiment rejoindre le club du PSG. Avant d'analyser vraiment le joueur, je tiens juste à parler un petit peu des Corinthians, les amis, parce que voilà, pour analyser un joueur, il faut toujours prendre en compte son environnement, c'est hyper important. Les Corinthians, c'est pas du tout une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est pas une équipe qui a la possession, ils ont seulement 47% de possession en moyenne, donc déjà en termes de style de jeu, ça n'a rien à voir, il n'a pas vraiment les mêmes tâches qu'il l'aurait par exemple au Paris Saint-Germain. Mais ce qui est important, c'est que c'est une équipe qui ne presse pas du tout. Nous, le Paris Saint-Germain, on a la possession et dès qu'on perd la balle, on va presser directement. Eux, les Corinthians, ils ne pressent pas du tout parce qu'ils ont en moyenne 12,3 de PPDA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne, ils laissent 12,3 passes à l'adversaire avant d'entamer une action défensive, donc avant de presser par exemple. En France, les Corinthians, ça serait plutôt comparable avec une équipe comme Toulouse, comme nous le dit Data Scout sur Twitter, qui est donc un scout spécialisé dans la data. Je vous mettrai son thread sur Gabriel Moscardo en description. Il y aura des informations complémentaires par rapport à cette vidéo. J'ai repris quelques visuels à lui d'ailleurs, donc grosse force à lui, c'est vraiment un très bon compte Twitter. Et en plus de ça, là, il y a un scout brésilien qui a donné une interview à l'équipe qui disait que Moscardo a de l'avenir, mais il devra progresser en termes d'intensité pour se rapprocher du niveau européen. Trêve de blablaterie, les amis, on va s'attaquer vraiment au profil en détail du joueur. En termes de points forts, déjà, je vous mets un graphique, les amis, qui est vraiment représentatif de comment joue Gabriel Moscardo au Brésil. Vous voyez directement là où il est le meilleur, c'est en termes d'action défensive. C'est vraiment son point fort, c'est qu'il protège très très bien sa surface de réparation. C'est pas forcément un joueur, vous allez voir après, qui va presser énormément ou qui va vraiment chasser, mais en termes d'action défensive, donc en termes de tacle, en termes de tir contré, en termes de bloc ou en termes de récupération de balles, c'est là où il excelle. C'est vraiment un vrai numéro 6, un vrai pilier devant sa défense. Il est aussi à l'aise en termes de duel aérien qu'en termes de duel au sol, et ça, les duels aériens, c'est très important pour nous. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un garçon qui fait 1m85, donc c'est pas non plus un géant, voilà, c'est pas non plus un mec qui fait 1m95, mais il fait quand même son 1m85, il est quand même pas mal costaud. Donc voilà, nous, on sait qu'au Paris Saint-Germain, par exemple, dans le jeu aérien, c'est pas là où on excelle. Donc c'est quand même un profil physique qui est intéressant
intéressant et c'est comme ça qu'il se fait repérer il y a quelques saisons parmi les jeunes parce que physiquement il était déjà au-dessus du lot, il était vraiment imposant avec son physique. En dehors des actions défensives, son deuxième point fort qui est vraiment intéressant et c'est pour ça je pense qu'on va le chercher, c'est pour l'assemblage des actions défensives et de son deuxième gros point fort qui est sa qualité technique et sa qualité de dribble. Alors voilà, c'est peut-être le cliché du milieu brésilien qui dribble beaucoup, etc. Pour ceux qui sont fans du hibou italien comme moi c'est un de mes joueurs préférés les amis, il a ce style de jeu, c'est-à-dire qu'il va prendre énormément de risques par le dribble. C'est pas forcément quelqu'un qui, comme d'ailleurs Verratti, va être très fort dans les 30 derniers mètres, mais en termes de points forts, il a vraiment cette qualité de dribble et cette prise de risque, pas forcément par la passe, mais par le dribble, les amis. Il va pas du tout hésiter à dribbler devant sa surface, pas forcément dans sa surface de réparation. Là, les 3 matchs que j'ai vu de lui, je l'ai pas vu dribbler dans sa surface de réparation, mais je l'ai vraiment vu dribbler dans ses 30 derniers mètres, c'est-à-dire juste devant sa surface. Il n'hésite pas à faire des roulettes, il n'hésite pas à faire des crochets. Il essaye de jouer long de temps en temps, il n'a pas forcément une qualité de passe extraordinaire, mais après un dribble, il va pas hésiter à faire une transversale. Donc voilà, c'est un joueur qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne, et pour jouer sous Luis Enrique, avec notre jeu de possession qui tourne à 60% par match, tu es obligé d'avoir des joueurs de qualité technique extraordinaire. Donc je pense que c'est surtout pour ça que Luis Campos est intéressé par ce joueur et que Luis Enrique a validé cette piste, c'est parce qu'il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Là, je vous ai mis un graphique, donc toujours de Datascout, qui compare donc Gabriel Moscardo avec le milieu moyen de D1 brésilienne, donc de 26 ans. Alors en rouge, c'est Gabriel Moscardo, en bleu, c'est le milieu moyen brésilien. Alors vous voyez qu'en termes de tir contré, déjà en haut à gauche, Gabriel Moscardo, il est au-dessus de la moyenne. Vous voyez qu'en fait, dans tout ce qui est défensif, donc tout le côté gauche, interception, tacle glissé, duel aérien gagné, duel défensif gagné, action défensive, il est vraiment au-dessus de la moyenne. Par contre, dans les actions défensives, donc dans ce qu'il y a au-dessus, vous voyez qu'il est très très peu décisif, les amis. Il a marqué un seul but cette saison, d'ailleurs c'est une belle frappe de loin. Ça peut être dans ses points forts, les amis, c'est qu'il a quand même une belle frappe de loin, et ça, moi, vous le savez pour ceux qui me suivent, moi je veux des milieux de terrain au Paris Saint-Germain qui tirent de loin. Lui, il tire très très peu, mais il a quand même une belle frappe, même avec les jeunes, de ce que j'ai lu des scouts brésiliens, il disait qu'en jeune, il marquait un petit peu plus, il tentait un petit peu plus de loin. Là, cette saison, il a quand même mis 2 frappes, il a tenté 2 frappes de loin de plus de 25 mètres, il en a mis une, donc ça reste quand même intéressant. Un autre point fort qui caractérise vraiment son jeu, je vous ai dit qu'il prenait énormément de risques par le dribble, mais il prend aussi des risques par la course. C'est-à-dire que lorsqu'il va dribbler un joueur, il va pas forcément tout de suite libérer la balle, il est capable aussi de courir et de porter ce ballon sur plusieurs mètres, sur 20 mètres, sur 30 mètres. Il est dans le top 20% en course progressive et dans le top 13% en dribble tenté. Voilà, c'est vraiment un milieu technique qui associe qualité physique avec qualité technique, et ça je pense que c'est vraiment le type de profil qui nous intéresse au Paris Saint-Germain. C'est pas du tout le même profil que Ugarte, on va le voir dans les points faibles. Ugarte, c'est beaucoup plus un chasseur, un joueur qui est fort dans le duel 1 contre 1. Là où Gabriel Moscardo, là il est vraiment très fort pour défendre en bloc, en équipe, dans ce 4-2-3-1. Là il va faire l'essuie-glace, on va dire, avec son autre milieu de terrain. Il va récupérer des ballons, mais il va pas forcément aller chasser comme Emmanuel Ugarte très très haut et récupérer des ballons dans les 30 derniers mètres adverses. On peut s'attaquer aux points faibles du joueur, les amis. Je pense que maintenant avec les points forts, vous avez compris un petit peu le joueur que c'était en termes de qualité. Donc c'était un joueur qui était fort physiquement et qui était très fort techniquement, donc qui associe les deux, et ça c'est très intéressant. Par contre, avec les points faibles, je pense que vous allez comprendre un petit peu plus quel genre de joueur exactement c'est. Déjà, c'est très important de vous dire que c'est un joueur qui est lent, les amis. C'est certes un joueur qui est capable de faire des courses progressives, comme je vous l'ai dit, mais c'est plus grâce à sa qualité technique. C'est pas un joueur très rapide. Par exemple, comme un Marco Verratti qui était très bon dans ce domaine-là, mais qui était plutôt lent, qui était plutôt pas très rapide, on va dire. Gabriel Moscardo, c'est pareil, les amis. Quand vous voyez rattraper un joueur, il a un petit peu de mal, il a vraiment une sorte de charrette derrière lui, si je peux dire ça comme ça. Son deuxième gros point faible, c'est souvent un point faible des milieux défensifs, c'est vraiment quelque chose auquel je porte énormément d'attention, c'est qu'il va pas prendre énormément de risques par la passe. C'est pas un Regista, c'est pas un Andrea Pirlo par exemple, qui jouait numéro 6, qui était capable de t'envoyer des passes de 30 mètres, ou même lors des dernières saisons du Paris Saint-Germain, on aurait pu le comparer avec un Leandro Paredes, tu vois, qui avait une très bonne qualité technique et qui prenait énormément de risques par la passe, qui cassait énormément de lignes. Lui, Gabriel Moscardo, c'est pas du tout ce profil-là, les amis. C'est un numéro 6 qui va récupérer le ballon et qui la plupart du temps va relancer soit latéral, soit en arrière. Alors peut-être que ça peut être une consigne de son coach, mais je ne pense pas. Selon tous les scouts brésiliens que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre, que j'ai pu regarder, et les 3 matchs que j'ai pu observer, mais Gabriel Moscardo, c'est pas un joueur qui va prendre énormément de risques à la récupération. Ça peut venir avec l'âge, ça peut venir avec un coach comme Luis Enrique, mais à l'heure actuelle, là, on analyse vraiment le joueur actuellement. Il n'est pas capable de casser des lignes avec des passes de 30 mètres bien claquées. C'est vraiment un joueur qui va sécuriser la première passe, et ça, c'est important de le noter. Et tant qu'on parle de sa qualité de passe, c'est important de noter qu'il n'a pas une précision extraordinaire. Je vous avais dit qu'il avait un gelon plutôt correct, mais ça reste non plus pas extraordinaire. C'est pas David Beckham ou quoi que ce soit. Il rate quand même pas mal de passes. Franchement, dans les 3 matchs que j'ai vus, il rate des passes des fois plutôt simples ou plutôt moyennes. Et dans le gelon, on va dire qu'une fois sur 3, ça finit un petit peu en touche. Ouais, il n'a pas une qualité de passe non plus extraordinaire, mais on peut le comparer par exemple à un Manuel Ugarte de ce point de vue-là, qui a une bonne qualité de passe sans être non plus incroyable. Mais son point faible que je veux vraiment mettre en avant, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui va pas chasser le joueur. Et
je pense que ça, en termes de profil, c'est pas très compatible avec Luis Enrique. Nous, on a vraiment besoin de milieux de terrain qui ont un énorme volume de course. Nous, on a besoin d'un mec qui, lorsqu'on perd la balle, comme Manuel Ugarte, quand on perd la balle, tu vois, Ugarte va te faire une course de 30 mètres, il va directement anticiper, il va vraiment aller chasser l'attaquant adverse ou le milieu de terrain adverse. Lui, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment un joueur qui est habitué à défendre très bas avec les Corinthians, à récupérer les ballons en termes de bloc. Mais dans les 30 mètres adverses, son impact n'est pas vraiment extraordinaire. Il n'a pas le volume de course nécessaire pour vraiment aller harceler comme un chien les milieux de terrain adverses. Donc ça, pour moi, c'est un gros point faible. C'est pas vraiment Luis Enrique compatible sur le papier. Un autre point faible que je me suis noté, c'est qu'il est assez monorythme. Donc c'est son côté un petit peu lent, un petit peu lourd. C'est qu'il n'a pas les appuis vifs, il n'a pas vraiment de changement de rythme incroyable. C'est assez linéaire la façon dont il court, etc. Et des fois, j'ai l'impression que ça manque un petit peu de peps, un petit peu de vivacité. Un autre truc que je me suis noté, ça peut vraiment correspondre aussi avec son âge, c'est que des fois, il est un petit peu trop agressif, je dirais. C'est qu'il fait des fautes un petit peu inutiles. J'ai notamment une image là qui me revient en tête d'un match que j'ai regardé où il y a l'attaquant qui est devant lui, il est dos au jeu, il n'y a vraiment aucun risque. Il va lui marcher sur le pied qui va provoquer un coup franc assez dangereux. Donc j'ai un petit peu de mal avec ça, c'est qu'il fait vraiment des fautes un petit peu bêtes. Il montre, je pense, qu'il a envie de bien faire, mais il a du mal encore à gérer ce niveau d'agressivité pour rester vraiment dans les règles du jeu et les règles du fair play tout simplement. Et le dernier point faible qui est vraiment important de souligner, je vous en ai aussi un petit peu parlé tout à l'heure, c'est en termes d'action offensive. C'est pas un joueur qui va être important dans les 30 derniers mètres adverses. C'est pas un joueur qui, par exemple, comme Warren Zaïre-Emery face à Newcastle, va te faire une petite passe par-dessus. C'est pas un joueur comme Marco Verratti qui va te trouver des passes clés. C'est pas un joueur comme Kangin Lee, pareil, qui va te trouver des passes clés ou des dribbles qui vont faire la différence. Lui, c'est vraiment un joueur qui va être important, donc à partir de notre but, à partir de Donnarumma, jusqu'aux 70 mètres, jusqu'à, on va dire, la moitié du terrain adverse. Une fois que tu arrives dans les 30 derniers mètres adverses, là, c'est pas un joueur qui nous intéresse énormément. Un petit peu comme Manuel Ugarte par rapport à ça. Et en parlant d'Ugarte, je vous ai fait une comparaison statistique, les amis. Donc en bleu, c'est Manuel Ugarte, en vert, c'est Gabriel Moscardo. Vous voyez qu'Ugarte est meilleur que lui dans tous les domaines. Vous avez peut-être l'impression en regardant ça que c'est les mêmes types de joueurs, mais regardez bien l'indicateur en bas à droite des tacles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ugarte, c'est vraiment un mec qui va les tacler, qui va les harceler son opposant. Lui, vous voyez, c'est vraiment pas forcément un joueur qui va beaucoup tacler. Et c'est là la grosse différence. Et ensuite, si on compare par exemple Gabriel Moscardo avec Vitinha, vous voyez que là, c'est plus du tout le même style de joueur. Vitinha, c'est vraiment un joueur beaucoup plus offensif, beaucoup plus créatif. Là, vous comprenez avec ce genre de graphique que Gabriel Moscardo, c'est un vrai numéro 6, que c'est un joueur qui est bon défensivement, que c'est un joueur qui est bon, on va dire, à la relance sécurisante, mais c'est pas un joueur qui va vous créer des actions et qui va être décisif. Alors, pour terminer cette vidéo, les amis, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce transfert. Déjà, moi, ce que j'ai un petit peu de mal avec ce transfert d'un point de vue, on va dire, tactique, c'est un joueur qui joue essentiellement en 4-2-3-1, là où nous, on joue vraiment en 4-3-3 ou en 3-4-3. Donc déjà, c'est pas du tout la même façon de jouer. Après, il reste jeune, il peut toujours se modeler tactiquement, etc. Il pourra toujours progresser. Un autre truc où j'ai un petit peu de mal sur ce transfert, c'est qu'il n'a pas encore le niveau de la D1 brésilienne. Les amis, beaucoup de scouts brésiliens disent qu'il a énormément de mal à enchaîner les matchs, qu'il a du mal à avoir de la régularité. Alors, c'est un jeune joueur, il n'y a pas de souci. Tous les jeunes joueurs ont du mal à enchaîner les bons matchs, etc. Mais lui, il a déjà du mal en D1 brésilienne. Je pense pas que si tu l'amènes en Ligue 1, là, il arrive au mois de janvier, tu le mets, je sais pas, face à une équipe du milieu de tableau, tu vois, tu le mets face à Metz actuellement, qui est 9e, je crois. Je pense pas qu'il s'en sorte. Je pense que directement, il prendra l'eau, etc. Donc pour moi, il est pas du tout prêt pour le niveau de la Ligue 1 et pour le niveau européen. Pour moi, certes, c'est un bon joueur, les amis. Tous les scouts brésiliens disent que à ce prix-là, 20-25 millions d'euros, c'est une aubaine, que c'est un joueur qui a un très très fort potentiel. Mais pour moi, il a pas encore le niveau pour le Paris Saint-Germain et pour la Ligue 1. Donc moi, ce que je ferais, c'est oui, je l'achèterais. Je suis complètement d'accord avec cet achat, je trouve que c'est vraiment très bien, mais je le reprêterais aux Corinthians ou dans un club de 2e division européenne pour vraiment qu'ils progressent, qu'ils découvrent un petit peu le championnat européen, même s'ils sont tous différents, mais qui voient vraiment la différence. Alors certes, le niveau de la D1 brésilienne, c'est souvent sous-coté, les amis. Moi, je trouve que vraiment, on respecte pas assez ce championnat. Alors pourquoi pas le reprêter directement aux Corinthians, 6 mois minimum, voire une saison. Pour moi, actuellement, on n'a pas besoin de lui. D'ailleurs, je parlerai bientôt du mercato parfait du Paris Saint-Germain. Je crois que la semaine prochaine, ça commence. Je vais faire 2 ou 3 vidéos sur le mercato parfait du Paris Saint-Germain. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater ça. Mais Gabriel Moscardo, donc on en reparlera un petit peu dans ces mercato parfaits-là. Mais je ne pense pas qu'il soit utile au Paris Saint-Germain. Et si tu l'amènes et que tu le mets sur le banc, pour moi, c'est pas intéressant. Parce que les jeunes, on le sait, ils ont énormément besoin de jouer pour progresser. Donc lui, je vois pas vraiment l'intérêt de le faire venir sur le banc, un petit peu comme Cherendo actuellement, que j'aimerais bien qu'on prête aussi. Donc voilà, pour moi, c'est pas encore un joueur qui a le niveau pour le Paris Saint-Germain, mais ça reste un très bon prospect. Et je suis quand même assez chaud pour qu'on l'achète. Au début de la vidéo, je vous avais dit que beaucoup de Brésiliens le comparent à Casemiro et Declan Rice, mais statistiquement, selon Datascout, il ressemble plutôt à Matic et à Locatelli. Donc ça reste quand même des très bons joueurs. Donc pour moi, ça reste une très bonne recrue.
mais pour moi, il n'a pas encore, on va dire, le niveau pour le Paris Saint-Germain. Il est vraiment trop frêle et il vient à peine de commencer sa carrière professionnelle. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Donc oui, je l'achèterai, mais je le reprêterai ensuite au minimum en D1 brésilienne, mais sinon plutôt dans un club du bas de tableau de Serie A, dans un club du bas de tableau de Liga, un championnat comme ça où il va vraiment progresser. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette recrue Gabriel Moscardo. Est-ce que selon vous c'est une bonne recrue ou non? J'attends vraiment vos avis dans les commentaires, j'adore vraiment quand on débat sur ce genre de recrue. Ça y est, le mercato du Paris Saint-Germain est lancé, on va pouvoir se régaler avec ce genre de vidéo. Je me suis vraiment donné, j'ai vraiment regardé ces matchs les amis, donc j'espère que vous allez apprécier le résultat et que vous allez apprécier les recherches. Moi j'ai adoré, j'en ai appris beaucoup sur ce joueur. C'était BRD les amis, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je vous kiffe. Peace!